Cette femme, portant le hijab noir, est interviewée par un journaliste irakien à Bagdad. Elle est complètement à l'aise, calme, posée. Elle ressemble à n'importe quelle autre femme locale de la capitale irakienne. Et puis elle parle. صلاة الجمعة يعني بمدينة الصدر فحبيت أحضر هاي صلاة الجمعة. Arabe fluide, doux, confiant, naturel, sans aucune trace d'accent étranger. Le journaliste demande ce qu'elle pense de Moqtada al-Sadr, l'influent et controversé leader chiite qui domine la politique irakienne. Sa réponse est immédiate. Il est clair que c'est une figure patriotique, qui rejette l'intervention de tout pays, qu'il vienne de l'Occident ou de l'Orient. À mon avis, cela devrait être la position de tout dirigeant politique irakien. Le journaliste hoche la tête, satisfait. Il n'a aucune idée de qui est vraiment cette femme. Personne qui a regardé cette interview n'aurait pu imaginer que cette femme n'était pas irakienne, n'était pas arabe, n'était pas musulmane. C'était une citoyenne israélienne. Et, en Irak, où tout contact avec des Israéliens est un crime passible de peine sévère, ce secret pouvait coûter des vies. Pour comprendre comment une Israélienne s'est retrouvée dans ce café à Bagdad, parlant arabe couramment et parfaitement déguisée, il faut d'abord savoir qui elle était avant cela. Elisabeth Tsurkov est née en novembre 1986 dans une ville qui s'appelait encore Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en Russie. Neige, appartements communautaires, files d'attente et chuchotements dans les cuisines. C'était le monde qu'elle a d'abord connu. Sa famille était juive, politiquement consciente et façonnée par la dureté de la vie soviétique. Il soutenait le dissident Anatoly Sharansky, un militant des droits de l'homme persécuté par le régime soviétique. Et ils en ont payé le prix, arrestations, interrogatoires, peur constante. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, une porte s'est ouverte. Israël accueillait les siens. En 1990, la famille Tsurkov, avec la petite Elisabeth âgée de seulement 4 ans, a embarqué dans un avion et a quitté l'Union soviétique pour toujours. Ils ont été installés dans un kibbutz, l'une des communes collectives israéliennes où tout était partagé, les repas, les tâches, même l'éducation des enfants. Elisabeth a grandi dans un environnement imprégné de sionisme, de fierté militaire et d'une notion claire d'identité. Elle était brillante, curieuse, et avec le temps, elle a commencé à poser des questions auxquelles le kibbutz n'était pas prêt à répondre. En Israël, on n'a pas le choix. L'armée arrive pour tout le monde quand on atteint 18 ans. Elisabeth Tsurkov a enfilé l'uniforme et est devenue une partie du système qu'elle avait été élevée à admirer. Elle a été affectée au renseignement militaire, non pas sur le champ de bataille, mais dans des bureaux silencieux où la politique est façonnée à travers des ordinateurs, des cartes et des signaux interceptés. Et c'est là, parmi les dossiers classifiés et les enregistrements de missions, que quelque chose s'est éveillé en elle, une fascination pour le monde arabe. Tout a commencé par des voix, des enregistrements audio, des phrases prononcées dans une langue étrangère, hostile, mais étonnamment captivante. Au début, ce n'était que du bruit. Sa première réaction a été presque comique. Elle a noté dans son carnet, frustrée, « Je ne comprends pas l'arabe ». Mais l'entêtement coulait dans le sang de la famille. Elle a acheté un dictionnaire, s'est inscrite à des cours, écouté secrètement Al Jazeera, non pas comme une ennemie, mais comme une enseignante. Mot par mot, elle a commencé à comprendre. Pas tout, mais assez pour entendre les nuances, la tristesse, la colère, les prières. Elle était tombée amoureuse de la langue et d'une culture qu'on lui avait appris à craindre. Elle ne voyait plus les Arabes comme l'autre. Au lieu de cela, elle demandait « Que ressentent-ils ? Pourquoi se battent-ils ? À quoi rêvent-ils » C'était le début d'un voyage qui le mènerait bien au-delà du devoir ou des frontières. Après le service militaire, Elisabeth semblait avoir laissé le passé derrière elle. Elle a quitté l'uniforme et adopté la voie d'une défenseur des droits de l'homme. Elle a travaillé pour des ONG israéliennes et internationales, défendant Palestiniens, réfugiés et victimes de torture. Elle assistait à des audiences judiciaires, rédigeait des rapports et critiquait publiquement l'armée israélienne. L'un de ses mentors était Nathan Sharansky, le même dissident soviétique que sa famille avait soutenu des années auparavant, en Union soviétique, et qui était maintenant une figure politique éminente en Israël. Elisabeth a été son assistante, participé à des négociations et rédigé des déclarations officielles. En même temps, sa carrière académique a décollé. Elle a obtenu des bourses de recherche, a étudié à l'université de Tel Aviv, a effectué un séjour à Chicago et a finalement rejoint Princeton, l'un des programmes de 3e cycle les plus prestigieux au monde. Là-bas, il s'est focalisé sur le chiisme, la politique religieuse et l'Irak.
Ses articles étaient sérieux et bien documentés. Mais ce qu'elle écrivait n'était pas neutre. Elisabeth critiquait ouvertement l'occupation israélienne et les opérations militaires. Ses textes étaient publiés dans le New York Times et des revues libérales. Pour certains, elle était une héroïne, pour d'autres, une traîtresse. Et puis, en 2015, un détail inattendu. Elle a publié une photo prise dans le Pentagone à Washington. Sur la photo, Elisabeth se tient derrière le pupitre officiel du département de la Défense des États-Unis, sous le sceau du Pentagone. Un signe de sa proximité avec les institutions du pouvoir occidental. L'image commençait à se fragmenter. Une militante, oui, mais aussi une femme entourée de secrets. Alors que la plupart des Israéliens n'oseraient jamais s'approcher de territoires hostiles à leur pays, Elisabeth Tsurkov franchissait ses frontières, littéralement, à plusieurs reprises. Elle allait dans des lieux où un passeport israélien pouvait valoir la mort. Mais elle ne se présentait jamais comme israélienne. Son passeport russe, obtenu par droit de naissance, ouvrait des portes qui étaient fermées aux citoyens israéliens. Dans des endroits où le mot Mossad pouvait coûter la vie à quelqu'un, elle se présentait simplement comme Elisaveta Turvoka ou Lisa Arad, une chercheuse russe. Discrète, polie, curieuse. Avec cette identité, elle a voyagé en Syrie, un pays officiellement en guerre avec Israël. Des endroits où être étranger, surtout avec une apparence juive, pouvait être fatal. Elle marchait dans les rues en abaya noir, le hijab couvrant parfaitement sa tête. Elle se mêlait aux femmes locales. Elle parlait couramment l'arabe. Elle répondait aux questions des journalistes irakiens et personne n'a jamais soupçonné qu'elle était israélienne. Officiellement, elle menait des recherches académiques, étudiant les mouvements chiites, les tensions sectaires et les alliances politiques. Mais aucun autre étudiant de Princeton n'était allé aussi loin. Aucun autre chercheur n'avait suivi cette voie. Ce n'était pas seulement de la recherche, c'était une immersion dans un monde où un seul mot de travers, prononcé sur le mauvais ton, pouvait coûter la vie. Peut-être que le plus troublant furent ses déclarations politiques. Elle a condamné le gouvernement Netanyahou. Elle a jugé les actions d'Israël à Gaza stupides. Elle a dit qu'elle condamnait Israël à une guerre sans fin. Elle a déclaré qu'elle avait été détenue pendant plus de 7 mois, sans aucun signe d'effort pour garantir sa libération. La famille a répondu immédiatement. Ils ont affirmé que la vidéo était mise en scène et qu'Elisabeth avait été forcée de parler. Que ce n'était pas un aveu, c'était un texte mémorisé sous la contrainte. L'histoire d'Elisabeth Tsurkov est l'une des plus fascinantes et troublantes du renseignement moderne. Une fille née à Leningrad qui a grandi dans un kibboutz israélien, qui a appris l'arabe toute seule, par pure fascination, qui a porté le hijab et l'abaya et a marché dans les rues de Bagdad, Damas et Beyrouth sans éveiller de soupçons. Si elle était une agente du Mossad, elle était extraordinairement courageuse. Si c'était une chercheuse qui s'est trop impliquée, elle a payé un prix inimaginable. Ce qui est certain, c'est ceci, elle est allée trop loin, dans des endroits bien trop dangereux, en posant des questions bien trop dangereuses. Et, dans un café à Bagdad, en mars 2023, quelqu'un a finalement remarqué. Pendant ce temps, quelque part entre l'Irak et l'Iran, une femme parlant arabe avec un accent parfait attend, en silence, la fin d'une histoire qui n'a pas encore de dénouement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo.